Vous ne voulez pourtant pas dire qu'il lui arrive d'être solitaire, mais que sa position grammaticale est de n'avoir pas de voisin. Mais d'une façon ou d'une autre, notre langue ne met-elle pas en lumière qu'il existe quelque chose d'unique, à savoir l'expérience présente effective? Effectivez-vous tout ce que vous voulez, n'est-ce pas que je me résigne à cet état de choses? L'usage normal de l'expression « il voit du rouge là où » est celui-ci, le critère pour nous du fait qu'il veut dire la même chose que nous par rouge et qu'en règle générale il s'accorde avec nous pour donner aux couleurs des objets les mêmes noms que ceux que nous leur donnons. Si donc dans une occasion particulière il déclare quelque chose rouge là où nous le déclarons vert, nous disons qu'il le voit autrement que nous. Remarquez comment nous nous comporterions en pareil cas. Nous chercherions une cause à cette différence de jugement et l'aurions-nous trouvé, nous inclinerions sans aucun doute à dire qu'il a vu du rouge là où nous avons vu du vert. Qui plus est, il est clair que même avant d'avoir trouvé une telle cause, nous aurions bien pu, compte tenu des circonstances, pencher pour une telle affirmation. Mais là, non plus, nous ne saurions formuler une règle stricte. Prenez le cas suivant. Quelqu'un dit « Je ne comprends pas, je vois bleu aujourd'hui tout ce qui est rouge » et vice-versa. Nous lui répondons « Cela doit paraître étrange ». Il dit que oui et poursuit en racontant par exemple combien les charbons ardents paraissent froids et combien chaud le ciel clair, bleu. Mon opinion est que dans de telles circonstances ou dans des circonstances similaires, nous devrions incliner à dire qu'il a vu rouge ce que nous avons vu bleu. Et je le répète, nous devrions dire que nous savons qu'il conçoit les mêmes choses que nous par les mots bleu et rouge, puisqu'il les a toujours employés comme nous le faisons. D'un autre côté, quelqu'un nous dit aujourd'hui que hier il voyait sans cesse bleu ce qui était rouge, etc. Nous lui disons, n'empêche que vous appeliez rouge les charbons ardents, souvenez-vous-en, et bleu le ciel. Il répond, c'est parce que j'avais aussi investi les noms. Et nous, mais cela ne vous semblait-il pas bien étrange? Et lui, justement pas. Tout avait l'air parfaitement naturel. Dans ce cas aussi, pourrions-nous dire. Cas d'image mnémonique, contradictoire, tel souvenir demain, tel autre après-demain. Tout cela pour montrer que l'expression « le témoignage de la conscience » nous fourvoie souvent. Je demande maintenant quels sont en dehors de l'expression les critères auxquels nous reconnaissons qu'il y a ou qu'il y a eu une expérience personnelle. Et la réponse semble être que, s'agissant d'autrui, il y a en effet d'autres critères que des expressions purement extérieures, tandis que moi, je sais par moi-même si j'ai une expérience ou non, dans le cas considéré si je vois du rouge ou non. Mais laissez-moi demander, savoir que je vois du rouge, à quoi cela ressemble-t-il? Je veux dire, regardez quelque chose de rouge, sachez que c'est rouge, et demandez-vous ce que vous êtes en train de faire là. Vous voulez dire, j'imagine, que vous êtes en train de voir du rouge et que vous imprimez dans votre esprit le fait que vous le voyez. Mais vous faites là, je présume, plusieurs opérations différentes. Vous vous dites probablement à vous-même, le mot rouge ou ceci est rouge, ou quelque chose approchant, à moins peut-être que votre regard ne glisse de l'objet à rouge à un autre objet rouge que vous considérez comme le paradigme du rouge, et autre chose semblable. Et pourtant, vous ne faites que fixer silencieusement la chose rouge. Dans certains de leurs emplois, les expressions image visuelle, visual image, et image tableau, image, sont parallèles. Mais là où elles ne le sont pas, l'analogie qui existe entre elles tend à nous égarer. Tautologie. Quelques pages plus loin, dans le même manuscrit, on lit « Mais il me semble ou bien je vois du rouge, ou bien je n'en vois pas, ce que j'exprime ou non. » Image dont nous usons ici, cette image n'est pas en question seulement son application, autre cas de tautologie. La grammaire de voir du rouge est plus étroitement connexe qu'on ne le pense à l'expression d'un tel voir. Nous pouvons dire qu'un aveugle ne voit rien, mais nous ne sommes pas seuls à parler ainsi, lui aussi qui ne voit pas. Je ne veux pas dire il est d'accord pour dire qu'il ne voit pas, il ne conteste pas cela, mais plutôt lui aussi décrit les faits de cette façon, parce qu'il a appris le même langage que nous. Cela étant, qui déclarons-nous aveugles? Quel est notre critère de la cécité? Une certaine sorte de comportement. Et si quelqu'un se comporte de cette manière particulière, non seulement nous le déclarons aveugle, mais encore nous lui apprenons à se déclarer lui-même aveugle. Et c'est en ce sens que son comportement détermine également la signification de la cécité pour lui. Vous objecterez alors, la cécité n'est certainement pas un comportement. Il est clair que quelqu'un peut se comporter comme un aveugle sans l'être. Par conséquent, cécité veut dire quelque chose d'autre. Son comportement l'aide simplement à comprendre ce que nous entendons par cécité. Les circonstances extérieures sont ce que nous connaissons pareillement, lui et nous. Toutes les fois qu'il se comporte d'une certaine manière, nous disons qu'il ne voit rien, mais il remarque qu'une expérience privée déterminée qu'il fait coïncide avec tous les cas considérés, et il en conclut que quand nous disons qu'il ne voit rien, c'est cette expérience sienne que nous visons.
L'idée est que nous apprenons à quelqu'un le sens des expressions relatives à l'expérience personnelle indirectement. Nous pourrions imaginer comme suit un tel mode indirect d'enseignement. J'apprends à un enfant le nom des couleurs et je lui apprends un jeu qui consiste, disons, à apporter des objets d'une certaine couleur lorsque le nom de la couleur est prononcé. Notez bien que je ne lui enseigne pas le nom des couleurs en montrant du doigt un échantillon que lui et moi verrions, et en prononçant par exemple le mot rouge. Au lieu de cela, je dispose de paires de lunettes différentes dont chacune, lorsque je regarde à travers, me fait voir d'une couleur différente le même papier blanc. Ces paires de lunettes sont aussi différentes par leur forme. Celles qui me font voir du rouge ont des verres circulaires, telles autres ont des verres en forme d'ellipse, etc. Ceci posé, j'enseigne les couleurs à l'enfant en procédant ainsi. Lorsque je le vois chausser les lunettes circulaires, je prononce le mot rouge. Lorsqu'il chausse celles qui ont une forme elliptique, le mot vert, et ainsi de suite. On pourrait appeler cela une façon indirecte d'apprendre à l'enfant le nom des couleurs, parce qu'on pourrait dire que dans ce cas-là, je conduis l'enfant à mettre en rapport le mot rouge avec quelque chose que je n'ai pas vu, mais que lui, je présume, pourrait voir s'il regardait à travers les lunettes circulaires. Et cette méthode est indirecte dans la mesure où elle prend le contre-pied de la méthode directe, qui consiste à montrer du doigt un objet rouge, etc. Lire dans les pensées. De ce qui précède, il devrait découler que c'est tantôt à juste titre, tantôt à tort, que nous apprenons à quelqu'un à se dire aveugle. Qu'en serait-il en effet s'il les voyait constamment et qu'il se comportât néanmoins tout comme un aveugle? Sauf à dire, la nature ne s'amuserait pas à nous abuser à ce point. Ainsi, nous rendons-nous compte que nous ne comprenons pas tout à fait l'usage véritable des expressions « voir quelque chose » et « ne rien voir ». Et ce qui nous fourvoie tellement lorsque nous considérons cet usage est ce qui suit. Nous disons « il est certain que nous pouvons voir quelque chose sans jamais dire ni montrer que nous le voyons » et que, réciproquement, nous pouvons affirmer voir ceci ou cela sans jamais le voir. Par conséquent, voir est un processus et exprimer ce que l'on voit en est un autre. Tout ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre et que parfois ils coïncident, ils entretiennent le même type de rapport que être rouge et être sucré. Il arrive que ce qui est rouge soit sucré, etc. Or, cette thèse n'est manifestement ni entièrement vraie ni entièrement fausse. D'une certaine façon, il semble que nous considérions l'usage de ces mots avec quelque idée préconçue. Il est clair que dans notre langue, nous utilisons les mots « voir du rouge » de telle façon que nous pouvons dire « avoir du rouge mais ne le montre pas ». « A voit du rouge mais ne le montre pas ». Mais d'un autre côté, il est facile de se rendre compte que ces mots n'auraient point d'usage si la manière dont nous les employons était dissociée des critères du comportement. Ce qui veut dire que deux choses sont aussi essentielles l'une que l'autre au jeu de langage que nous jouons avec ces mots. D'une part, que ceux qui le jouent aient ce comportement particulier que nous appelons exprimer ce qu'ils voient, le dire, le montrer, mais d'autre part également qu'ils dissimulent parfois plus ou moins entièrement ce qu'ils voient. Balance, une pesée. La pertinence du jeu est fonction de ce qui se produit habituellement. Mais les mots « voir du rouge » ne signifient-ils pas pour moi une expérience particulière, un fait qui appartient au royaume de l'expérience primaire, lequel, à coup sûr, est entièrement différent du simple fait de prononcer certains mots. Les mots « voir du rouge » signifient une expérience particulière, sont dépourvus d'usage aussi longtemps qu'il est impossible de les compléter par « à savoir ceci » en montrant du doigt, ou alors ils peuvent bien désigner l'expérience en tant qu'opposé à l'objet, mais il s'agit dans ce cas de grammaire. Comment sait-il qu'il voit du rouge ou qu'il en a l'image visuelle, c'est-à-dire comment établit-il une connexion entre le mot rouge et une couleur particulière? Que signifie en fait ici l'expression couleur particulière? Quel est le critère qui permet à quelqu'un de relier toujours le mot à la même expérience? N'est-ce pas bien souvent le seul fait qu'il appelle rouge? En fait, il s'apprête à jouer un jeu de langage. La possibilité de le faire dépendra de sa propre réaction et de celle des autres. Le jeu dépend de l'accord de ces réactions entre elles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils appellent les mêmes choses rouges. Mais s'il se parle à lui-même, le cas est très certainement différent, car alors il n'a pas besoin de consulter les réactions des autres. Simplement, il donne maintenant le nom de rouge à la même couleur que celle à laquelle il a donné ce nom en une occasion antérieure. Mais comment sait-il que c'est la même couleur? Reconnaît-il aussi l'identité de la couleur comme étant ce qu'il avait l'habitude d'appeler identité de la couleur, et ainsi de suite, ad infinitum? À coup sûr, voir est une chose et montrer que je vois en est une autre. Certes, c'est là une phrase semblable à cette autre. Bondir est une chose, sauter en est une autre. Mais il existe un supplément possible à cette dernière proposition. Voici ce qu'est bondir, on le montre. Et voici ce qu'est sauter, on le montre. Le point décisif est qu'il n'y a tout simplement pas d'autre montrer que je vois que montrer que je vois. Mais ne puis-je dire voir du rouge est ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire?
en regardant quelque chose de rouge, eh bien quand, à un sens, quelqu'un d'autre puisse voir directement ce dont je parle, être conscient de l'activité, moi du moins je sais très certainement de quoi je parle. En d'autres termes, bien que je ne puisse exhiber pour lui directement le fait même que je vois du rouge, je puis le faire pour moi-même et dans ce sens, je puis me donner à moi-même une définition ostensive de cette expression. Mais une définition ostensive n'est pas un acte magique. En quoi consiste alors le fait de me donner à moi-même une définition ostensive du rouge? Comment vais-je maintenant le décrire? Dirais-je, c'est voir du rouge et me dire à moi-même, je vois du rouge. Ou faut-il dire, c'est avoir une sensation de couleur et dire je vois du rouge. La première version ne me plaît pas. Elle implique que l'autre connaisse identiquement la même impression privée que moi. C'est pourquoi je ferais mieux de laisser dans l'indétermination la couleur sur laquelle je fixe mon attention. Mais alors, comment puis-je l'appeler couleur? Le fait que j'entende par couleur la même chose qu'eux n'est-il pas exactement aussi incertain que le fait que j'entende par rouge la même chose qu'eux? La même remarque vaut bien entendu pour voir, car ce que j'entends ici par ce mot n'est pas une activité de l'œil intérieur. Mais c'est une erreur flagrante que de confondre voir du rouge et montrer que vous voyez du rouge. Je sais ce qu'est voir du rouge, je sais ce qu'est montrer que, etc. Ne pourrions-nous dire que savoir ce qu'est montrer que, etc., c'est voir que l'on montre? Qu'est-ce qu'alors que savoir ce qu'est voir? Dans l'acte de savoir ce qu'est du rouge, il semble que vous vous disiez à vous-même « Voici ce qu'est voir du rouge ». Il semble que vous vous donniez à vous-même un échantillon, mais il n'en est rien, puisque les critères usuels qui établissent l'identité d'un échantillon ne s'appliquent pas. Je puis dire que c'est toujours la même couleur que j'appelle rouge, ou que chaque fois que j'explique rouge, c'est toujours un échantillon de la même couleur que je montre. Considérez la proposition suivante. Il est certain de ce que je veux dire. Il est certain de ce que veut dire pour lui. Direz-vous que le mot a une signification pour lui, s'il signifie à chaque fois quelque chose de différent? Et quel est le critère qui permet d'établir que c'est la même couleur qui se présente deux fois? Si c'est un jeu qu'il joue avec lui-même que nous décrivons, est-il pertinent de penser qu'il emploierait pour la même couleur le mot rouge dans le sens qui est le nôtre? Ou bien, s'il employait n'importe comment, parlerions-nous encore du jeu de langage? À quel critère reconnaît-on donc qu'un mot est employé de la même manière? Ce ne saurait être simplement le rapport entre même, couleur et rouge. Voyons si je sais encore laquelle de ces couleurs est rouge. Il regarde. Oui, je le sais. Ici, j'aurais pu dire est appelé rouge. S'assurer que l'on sait ce que l'on veut dire voir du rouge n'a de valeur que pour autant que l'on peut faire usage de ce savoir dans un cas ultérieur. Mais que se passe-t-il si je vois une couleur une nouvelle fois? Puis-je dire que je m'étais assuré que je savais ce qu'était le rouge, de façon à savoir maintenant que je le reconnais correctement? En quel sens le fait d'avoir prononcé auparavant les mots « ceci est rouge » me donne-t-il la garantie que c'est la même couleur que je vois maintenant lorsque je dis à nouveau que je vois du rouge? Grammaire des sens data privés. Mal dedans est une expression que j'emploie dans un jeu que je joue avec d'autres. Elle a cependant pour moi une signification privée. Dans l'usage du mot signification, il est essentiel que la même signification soit maintenue tout au long du jeu. Êtes-vous certain que ce soit toujours la même expérience privée que vous appelez mal dedans? À quoi sert ici d'être sûr s'il ne s'ensuit pas qu'il en est ainsi, et si votre j'en suis sûr est le seul critère existant de ce qu'il en soit ainsi? Ce qui veut dire, il ne s'agit pas du tout ici d'un cas de certitude ou de conviction. Un tel a une excellente santé, il n'a jamais eu besoin d'aller chez le dentiste, ne s'est jamais plaint de mal de dents. Mais puisque le mal de dents est une expérience privée, nous ne pouvons pas savoir s'il n'est pas passé son existence entière dans de terribles maux de dents. S'il n'a pas passé son existence entière dans de terribles maux de dents. Comment présume-t-on que ceci ou cela est le cas? Qu'est-ce donc que présumer, par exemple, que A mal aux dents? Est-ce prononcer les mots A mal aux dents, ou bien cela consiste-t-il à faire quelque chose de ces mots? Je qui consiste à présumer. Présumer un état d'esprit, présumer un geste. C'est un certain comportement dans certaines circonstances que nous appelons montrer notre mal de dents. C'en est un autre que nous appelons dissimuler notre mal de dents. Or, parlerions-nous ainsi d'un tel comportement si les gens ne se comportaient pas à l'accoutumée comme ils le font? Supposez que nous décrivions, eux et moi, mon comportement sans utiliser un mot comme douleur. Notre description serait-elle incomplète? La question est celle-ci. Est-ce que moi, je la considère comme incomplète? Si c'est le cas, je considérerai qu'il y a deux cas de comportement pour moi. Et les autres diront que j'emploie tour à tour deux mots pour mon comportement, et par ce biais, ils reconnaîtront que j'ai mal aux dents. Mais ne peut-il pas avoir mal aux dents et pas le montrer du tout? Hypothèse qui démontre que la signification de l'expression mal de dents est entièrement indépendante d'un comportement relatif au mal de dents.
Le jeu que nous jouons avec les mots mal de dents dépend entièrement du fait qu'il existe un comportement que nous appelons expression du mal de dents. Nous employons les mots mal de dents pour dénommer une expérience personnelle. Eh bien, voyons comment nous employons ces mots. Mais vous connaissez la sensation du mal de dents. Vous pouvez donc lui donner un nom. Disons T. Mais donner un nom à une sensation, à quoi cela ressemble-t-il? Imaginons que ce soit prononcer ce nom au moment où l'on éprouve cette sensation et éventuellement se concentrer sur la sensation. Mais sur quoi en elle? Ce nom acquiert-il par là des pouvoirs magiques? Et pourquoi diable appellerais-je ces sonorités le nom de la sensation? Je sais ce que je fais avec le nom d'un homme ou d'un nombre, mais ai-je par cet acte de définition donné au nom un usage? Donner un nom à une sensation n'a aucune signification, à moins que je ne sache déjà dans quelle sorte de jeu ce nom va être employé. Nous décrivons un certain comportement en disant il est évident qu'il dissimulait sa douleur, ou je pense qu'il dissimulait sa douleur, ou encore j'ignore totalement s'il dissimulait sa douleur. Mais ne puis-je simplement présumer avec un certain degré de certitude qui a mal, bien que je n'ai pas la moindre raison pour cela? Je peux dire je présume, mais si je les envoyais tous chez le docteur, bien qu'ils ne manifestassent aucun symptôme de douleur, de maladie, il faudrait tout simplement qu'on me les déclarât fous. Dans notre jeu de langage privé, nous avons donné, semble-t-il, un nom à une impression, afin bien entendu d'employer à l'avenir ce nom pour cette impression. En d'autres termes, la définition aurait dû déterminer pour les occasions à venir quelle est l'impression pour laquelle on emploierait ce nom, et quelles sont celles pour lesquelles on ne l'emploierait pas. Or, nous avons dit qu'en certaines occurrences, après avoir donné la définition, nous utilisons le mot en d'autres noms. Mais pour décrire ces occurrences, nous nous sommes contentés de dire que nous avions une certaine impression, c'est-à-dire que nous ne les avons pas décrites du tout. La seule chose qui les caractérisait est que nous utilisions tel ou tel mot. Ce qui semblait être une définition ne jouait en rien le rôle d'une définition, ne justifiant en rien l'usage ultérieur de ce mot. Et par conséquent, tout ce qui reste de notre jeu de langage privé est que parfois il m'arrive, sans aucune raison particulière, d'écrire le mot rouge dans mon journal.